Bonjour les sacrés nanas, on va parler d'âme aujourd'hui avec mon invité du jour pour ce 44e épisode, Sarah Diviné. Quelles sont les étapes et les défis de notre chemin d'incarnation? Sarah nous partage sa vision de l'âme comme une essence en perpétuelle évolution qui tire parti de chaque expérience pour grandir et avancer sur sa trajectoire et puis surtout, elle nous propose des clés pratiques, des clés pour renouer avec notre essence la plus authentique. Nous découvrirons comment l'âme, loin d'être une idée abstraite dans la façon dont Sarah nous en parle, comment cette âme influence directement nos choix, nos relations et notre manière d'appréhender la vie. Elle nous invite à explorer la dimension profonde de son âme et répond en toute authenticité à mes questions. On retrouve Sarah Diviné. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Je vais poser une question mentale, mais je pense que chacun d'entre nous s'est posé à un moment ou un autre, c'est comment on peut définir l'âme? Est-ce que c'est un concept abstrait, une réalité concrète de notre existence? Voilà, moi, je ne sais pas comment on peut parler de l'âme concrètement. Alors pour moi, l'âme, c'est vraiment qui on est. Donc c'est un peu notre source divine, c'est notre énergie qui vient sur Terre pour faire cette expérience de qui elle est. Moi, je l'imagine vraiment comme une lumière divine, intelligente, connectée au grand tout. C'est vraiment une source, une partie de la source. Et ensuite, on vient sur Terre avec un esprit pensant et aussi avec un corps qui est plus facile à définir et à identifier. Et pour moi, l'âme, elle a ce côté immortel. Donc, elle vient sur Terre et à chaque vie, en fait, elle apprend et elle évolue. Et donc, c'est vraiment ce côté immortel qui fait est-ce qu'on croit à l'âme ou pas. Donc, des fois, je posais la question à des personnes, mais qu'est-ce que tu crois, en fait, après la mort? Si tu crois que ça continue, qu'il y a quelque chose d'autre, bah, c'est que tu crois en l'âme, mais c'est vraiment des croyances qui sont personnelles. Donc, l'idée, c'est pas, voilà, d'imposer sa croyance, mais au moins de la partager, quoi. Mhm. Alors, on peut relier ça aussi au côté incarnation, hein, parce que tu parles du Oui. corps. Après, moi, j'entends des personnes qui parlent de l'âme et quelque part, je les sens partir Oui, ailleurs. Mais oui. après, concrètement, parce que moi, je dis, OK, j'ai une âme, mais je suis aussi sur Terre. Donc, comment tu aurais envie de parler de l'incarnation? Moi, j'étais quelqu'un une personne spirituelle, mais qui était, comme on dit, un peu perché dans le sens où je pensais qu'il fallait que je me connecte à une autre énergie ailleurs, tu vois, à des êtres de lumière, tu vois, quand j'étais ado, je voulais faire des sorties de corps, j'étais un peu dans ce côté-là. Et ça a mis du temps à dire, ah non, en fait, mon âme, cette énergie divine, elle est à l'intérieur de mon corps et elle est là maintenant, en fait. Et c'est comment je peux avoir du plaisir à vivre sur Terre, comment je peux trouver ma place sur Terre, comment je peux trouver aussi que une épreuve, un challenge, un défi, ça peut être chouette, ça peut être léger et je vais apprendre à travers ça. Donc ça m'a mis pas mal de temps. Et puis aussi, il y a un autre aspect de moi qui est un peu challengeant, c'est le fait que comme je suis, on va dire, hypersensible, même si le mot est un peu galvaudé, mais j'ai mes perceptions qui sont très ouvertes. Donc je vais vite sentir si une personne va mal, si une personne va bien, avoir des flashs, avoir des visions, entendre des choses. Et donc c'est vrai que c'est un vrai défi aussi d'arriver avec toutes ces perceptions ouvertes et puis de se dire non, non, en fait, je peux trouver un chemin qui est léger, qui est joyeux, même si je ressens de temps en temps, on va dire, la douleur ou ce que vivent en fait les autres personnes, quoi. Donc ça, Hmm. c'est Ouais, mais possible. merci de revenir avec ça, parce que je me souviens qu'on avait échangé alentour de ça, et à un moment donné, tu avais mis en avant que
il y a eu une époque, si je me souviens bien, tu savais plus très bien ce qui était à toi ou à l'autre en termes émotionnels et ressentis. Oui, c'est toujours un peu le cas quand je suis fatiguée ou décentrée, mais c'est au moins jusqu'à mes 30 ans, c'était quand même difficile. C'est-à-dire que il y a des moments, je pouvais être d'une grande tristesse ou me faire du souci ou me sentir seule. Et puis j'étais là, mais c'est quoi ça? C'est pas moi, c'est moi. Et donc j'étais obligée de passer par la tête pour me dire, OK, est-ce que tout va bien aujourd'hui dans ma vie? Oui. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mal dans mon entourage? Soit qui est vraiment proche de mon cœur, même s'il est loin physiquement, soit que je vais voir même dans la journée, tu vois. Et en fonction de ça, j'ai, ah ok, je chope quelque chose qui m'appartient pas, et c'est cette personne-là. Donc comment je peux honorer son destin et puis prendre soin de moi à travers ça. Ça arrive encore un peu, vu que mes nuits, des fois, sont courtes, et donc quand je suis fatiguée ou décentrée, je vois que ça revient, mais ça n'a rien à voir avec avant, et c'est beaucoup, beaucoup plus léger, quoi. Mhm. Et qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent justement par rapport à ça? Alors déjà, d'avoir de la bienveillance pour soi et de s'accepter. J'ai échangé avec mon père il y a pas longtemps et puis je lui partageais comme quoi, voilà, ça allait pas, mais je sentais que c'était pas moi. Alors je testais, est-ce que ça vient d'elle, etc. Puis il rigole, il me dit, oh là, mais c'est affreux en fait ce que tu vis. Et j'étais là, oui, en effet, de temps en temps, c'est pas génial. Mais l'idée, c'est déjà de s'accepter, dire, OK, bah, il y a cette hypersensibilité qui fait que de temps en temps, ça devient un peu fardeau et difficile à vivre parce que je chope ce que les autres vivent. Mais de l'autre côté, il y a un côté waouh parce que tout est plus magique. Je me sens très vivante. Dès qu'il y a un arc-en-ciel, un coucher de soleil, j'ai l'impression que c'est le plus beau moment de ma vie. J'arrive à revenir facilement dans le présent. J'ai, on va dire, une super intuition où je me connecte à une personne, je reçois les messages de son âme, je peux communiquer avec les animaux, avec l'univers, avec... Donc il y a vraiment en tout cas d'accepter que vous êtes comme ça et que ça va avec les deux côtés, avec le côté ombre et lumière, et que ça peut être magnifique en fait d'être hypersensible, sans être bien sûr victime, hein. L'idée c'est vraiment, je suis moi responsable hein, de prendre ce qui m'appartient pas aussi. Euh, et puis l'autre chose, c'est d'honorer le destin des autres. Ça m'a énormément aidé. C'est-à-dire que dès que je me fais du souci pour une personne, j'imagine comme une femme bienveillante devant cette personne-là qui représente son destin ou sa mort. Et puis je baisse la tête et je dis, OK, j'honore ton destin. Et c'est comme si j'accepte qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous et que cette personne a son propre chemin, sa propre destinée, et que moi je suis petite, je suis la petite Sarah par rapport à ce qu'elle vit. Et ensuite, c'est cultiver la légèreté. C'est d'être vraiment orienté, OK, qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui de vivre? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus légère? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? D'être encore plus attentif à cette responsabilité et cette joie que je peux avoir à vivre sur Terre. Merci, merci pour ça. Alors, justement, j'en profite pour montrer ton dernier ouvrage, Mon âme parle moins, pour mieux comprendre les raisons de mon incarnation sur Terre, aux éditions Exergue. Et en fait, un dialogue avec ton âme. C'est beau, c'est léger, c'est fluide à lire. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. Et à un moment dans ton livre, tu abordes justement alors attends, je regarde parce que j'ai noté évidemment plein de questions. Oui, il y a un moment où dans ce dialogue, tu parles de ce monde en perte de repère. Alors peut-être pas comme ça que tu le dis exactement, c'est comme ça que je l'ai entendu, tu vois, et avec et par rapport à ce chaos qui peut être angoissant. Et ce que tu viens de dire, hein, c'est qu'on n'est pas là pour sauver le monde. Je fais le lien d'ailleurs avec la graine d'humanité pour les personnes qui nous écoutent, hein. Dans mon modèle des 5 graines, la dernière, c'est vraiment c'est co-contribuer. Mhm. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire à ce sujet-là, Sarah? C'est vrai que j'ai toujours, enfin, longtemps, je me suis dit, OK, j'ai envie de vivre dans un monde idéal. Mm. Et c'est un peu ce côté innocent à l'intérieur de moi. Et j'étais en lutte parce que c'est comme si j'acceptais pas que le monde soit différent de ce que je souhaitais. Et donc je mettais une pression, je pense, sur moi et puis sur le monde qui m'entourait. Alors que l'objectif, c'est de dire non, ok, on est tous en train d'apprendre. En plus, je pense qu'on est très courageux de venir sur Terre parce qu'il y a comme tu dis, ce chaos, cette dualité, le fait que bah, à chaque instant, on peut changer de direction, qu'il y a des événements qui nous arrivent et on a l'impression bah, qu'on n'y est pour rien, alors que peut-être que notre âme a choisi un peu tout ça. Et donc l'idée, c'est plus
ok, comment moi je peux avoir de la bienveillance pour moi et avoir du plaisir à être dans ce monde-là? Et puis comme tu dis, par rapport à l'humanité, c'est tiens, à quoi j'aurais envie de contribuer à ma juste mesure. C'est-à-dire que si, moi je sais que les personnes, les SDF, c'est quelque chose qui me touche énormément. Euh, alors maintenant que je suis maman, les enfants, ça me touche aussi énormément, mais et donc à chaque fois je me dis, ok, est-ce que je peux offrir du temps? Est-ce que je peux offrir de l'argent? Comment je peux contribuer en fait à ça? Et pour moi, c'est important de dire, OK, comment je peux être bien même si les autres vont mal ou que je vis dans un monde qui n'est pas idéal selon moi. Et en même temps, comment je peux contribuer à ma juste manière d'aller vers ce monde idéal à l'intérieur de moi. Mais est-ce qu'il faut nécessairement contribuer à tout? Alors, moi, j'adore contribuer, ça me nourrit en fait. Donc, Mhm. je le fais toujours d'un espace de joie. Par exemple, j'ai travaillé déjà pour des associations et il y a beaucoup d'associations, où, même les SDF, j'aurais envie de contribuer, mais j'ai pas encore trouvé, à part quand j'étais à La Réunion, tu vois, une association où je me dis, tiens, j'ai de la joie à travailler dans cette association. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plus donner de l'argent que du temps. Et puis, on verra si à un moment, il y a quelque chose qui s'ouvre, tu vois, par rapport à ça. Mais c'est sûr que pour moi, c'est important de donner d'un espace où ça m'apporte de la joie pour que ça soit cohérent, quoi. Oui. Mais c'est tellement important. J'ai presque l'impression que dans nos décisions et dans nos choix, cette joie, c'est dont tu parles, tu as parlé tout à l'heure de légèreté, moi je parle aussi de Ouais, fluidité. En tout cas, chez moi, ce sont des indicateurs. Oh, non, là, je sens pas la fluidité, je sens pas la joie, donc j'y vais pas. ouais. Alors parfois, la vie nous y emmène malgré nous, mais en tout cas, dans les choix conscients, je trouve que c'est important. Mhm. Mhm. Et puis c'est vraiment connecté à l'intuition, c'est-à-dire que l'âme, elle nous parle sous forme de vibration ou sous forme de perception. Et donc cette joie, cet enthousiasme-là, ce pétillement, ça montre qu'on est aligné sur notre âme. C'est vraiment... Et des fois, c'est léger, en fait. C'est pas forcément de courir dans tous les sens et de faire des roues de la joie, même si des fois, quand je suis très contente, je fais une roue de la joie. Mais c'est vraiment de dire, OK, par rapport à aujourd'hui, maintenant, parmi toutes les possibilités que j'ai, qu'est-ce qui m'apporterait le plus d'enthousiasme, le plus de joie? Et c'est des mini actions. Et quand on enchaîne ces mini-actions, c'est comme si l'âme, elle dit, ah, en fait, tu m'écoutes. Donc, on va continuer là-dessus et je vais t'ouvrir des nouvelles portes. Donc, c'est vraiment petit à petit. Et même dans les périodes de deuil, euh, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui là me ferait du bien? C'est pas forcément incroyable, mais OK, qu'est-ce qui là me ferait du bien? Est-ce que c'est de sortir, d'aller en nature? Est-ce que c'est de m'allonger? Est-ce que c'est d'écouter une musique? Et il y a toujours une petite action qui peut nous faire du bien. Ouais. Et c'est important, tu remets en lumière, et je le reprécise, je le reformule ici pour que ce soit entendu. C'est pas forcément des grandes choses, et même Ouais. dans des périodes, ce sont pas forcément des périodes de deuil, quoi. On s'imagine la joie comme étant quelque chose d'énorme, explosif, etc. Et c'est pas forcément ça, en fait. Ça peut être des toutes petites choses. Ouais. Et puis de rester positif. Moi, j'ai appris à dire, OK, je choisis de rester positif. Même dans des moments où il y avait beaucoup de doutes et de choses inconnues. J'ai fait 2 fausses couches et je suis retombée enceinte. Et là, j'ai eu pendant la première semaine, j'avais vraiment l'impression que j'allais refaire une fausse couche. Des douleurs, des voilà. Et tous les jours, j'étais, ah non, non, je choisis de rester positive, je choisis de rester positive. Et moi, j'adore avoir des mantras, des phrases qui me permettent de rester sur ce chemin-là et d'avoir encore la foi et la confiance. Et de me dire, OK, peu importe ce qui arrive, je choisis de rester positive et que c'est un choix en fait, que même à travers des événements de transition, de vie, de deuil, peu importe ce que c'est, dire non, non, je choisis de rester positif. Et pour moi, c'est ça qui inclut de dire, OK, je fais confiance à mon âme, je sais qu'elle apprend quelque chose et que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Et si je reste positive, je sais qu'il va y avoir un cadeau derrière et je vais le voir, sinon je vais rester que dans des trucs négatifs, quoi. Et est-ce que tu peux nous préciser, rester positif? Est-ce que, enfin, pour moi, ça reste quand même un concept mental de dire je reste Ouais. positif. Qu'est-ce que tu mets là derrière? Euh, c'est des fois on va faire une expérience qu'on n'aime pas et il y a une leçon d'apprentissage derrière. Des fois ça va être juste. Alors en fait, dans ma vie, par exemple, je vais être dans une relation, je vais dire ok, j'arrête les relations toxiques ou les relations. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui aime la vie. Ok. Et puis je tombe sur quelqu'un, moi ça m'est arrivé, qui avait la mucoviscidose, qui était très malade, et en plus il fumait. Et j'étais là, mais c'est quoi? Pourquoi je suis dans cette relation-là? Et j'étais là, non, ok, je dois vivre un peu cette expérience et voir ce que j'apprends grâce à ça. Donc des fois on est obligé de vivre, mais on sait qu'il y a un cadeau qui est derrière.
Et après, au bout d'un mois, je pense, je dis, OK, j'ai plus envie, j'ai envie d'abord de célébrer la vie et je préfère rester seule que d'être avec quelqu'un qui va vraiment mal. Et je dis, ah, OK, ça, c'est le cadeau. C'est-à-dire que je vais toujours prendre soin de moi, que je sois dans une relation ou pas. Donc, le rester positif, c'est de dire, je vais apprendre quelque chose ou il va y avoir quelque chose d'encore plus beau qui va arriver derrière. Donc, c'est un peu cette foi et cette confiance en notre âme. Et, et des fois, c'est juste comprendre, dire, OK, ben, en fait, ça, c'est pas ce que je veux vivre. Donc maintenant, je vais vivre vraiment ce que je veux. Et puis, des fois, il y a un magnifique cadeau quand même derrière, quoi. Oui, et en fait, ça revient à quelque chose que je dis très souvent au sacré nana, et que je pourrais dire au sacré mec aussi, hein, mais c'est se choisir. Est-ce que je suis en train de me choisir, non pas d'un point de vue égoïste, mais que si je me choisis pas, je peux pas être bien dans la relation et à un moment, il y a un déséquilibre de toute façon. Oui, c'est ça. Et puis c'est toujours, moi j'adore Marshall Rosenberg et donc la communication bienveillante, où on parle des besoins. Il y a des moments, comme tu dis, j'ai un besoin de contribuer au bien-être d'autrui. Et puis il y a d'autres besoins. J'ai besoin de prendre soin de moi, d'être en paix. Et donc moi j'adore contribuer au bien-être d'autrui, mais uniquement quand déjà moi je vais bien et puis que ça part d'un élément de joie ou de donner du sens. Mais c'est vrai que c'est d'abord, bon, on prend soin de soi et après on peut encore plus prendre soin des autres. Et puis on le fait d'un espace où il n'y a pas ce côté où tu me dois quelque chose, tu vois. Ça, j'aime pas. Je préfère que la personne me dise non Ouais. plutôt que derrière, en fait, je dois faire un truc en échange alors que c'était OK qu'elle me dise non, quoi. Bien sûr, tellement important. Alors, je reprends dans ton livre et je fais le lien à un moment, tu dis l'expérience a plus de poids que le savoir et c'est d'autant plus Ouais. touchant parce que je pense pas que tu connaisses déjà bien le modèle des 5 graines qui va faire l'objet de mon prochain livre, mais la graine de connaissance est la première graine, ok. Elle a besoin de l'expérience de la graine de sagesse, la deuxième pour ouvrir la conscience. Donc, je trouvais ça amusant Mm. de lire ça. En fait, enfin, on réinvente rien, hein. Je pense que c'est juste des manières différentes de dire ou complémentaires de dire les choses. Alors, tu nous en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a... ma question, c'est quelles sont les expériences qui t'ont permis de te connecter à ton âme ou de trouver le juste chemin? Est-ce qu'il y en a une, là, maintenant, que tu as envie de partager? Euh, Moi, c'était vraiment dans les grandes épreuves que je me suis rendu compte que je crois en quelque chose d'autre. Ma grand-mère maternelle est décédée il y a 20 ans. Et, euh, et pour moi, ça a été une révélation de me dire, alors déjà, c'était la première fois que je sentais ces anges gardiens. J'étais en train de déjeuner avec elle et mon père, il dit, ah, tu vois les anges gardiens à côté d'elle. C'est la première fois aussi qu'il en voyait. Et mon père s'ouvrait, en fait, vraiment à ce moment-là, il n'était pas du tout spirituel. Et puis, je commence à avoir des énormes frissons et je vois des lumières à côté d'elle. Et les personnes, les médecins ou même la famille, n'osaient pas dire que c'était la fin en fait pour elle. Et je me suis dit, mais c'est tellement important de dire que, voilà, de parler de la mort en fait, de dire, bah, est-ce que tu sais que tu vas bientôt mourir? Est-ce que tu as peur de la mort? Qu'est-ce que tu crois après, etc. Et donc, pour moi, tu vois, j'avais 21 ans et j'étais super à l'aise en fait avec ce dialogue de qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma spiritualité est une force et que je sais intérieurement qu'il y a quelque chose d'autre derrière, qu'on a une partie immortelle. Et, et juste le fait d'avoir ce temps-là, tu vois, pour être avec ma grand-mère et pour lui parler de ça, pour voir ses anges gardiens, ça m'a fait vraiment du bien et c'est un peu le premier éveil, tu vois, que j'ai eu, la prise de conscience que je crois en l'âme, que j'ai pas peur de la mort et qu'il y a quelque chose d'autre qui est merveilleux derrière, quoi. Et merveilleux sur Terre aussi, hein, attention. Ouais. Oui, oui, mais c'est ça. On parle d'incarnation, c'est ça aussi. Oui. C'est pas que ailleurs, quoi. Mais c'est touchant. C'est touchant ce que tu. Merci d'avoir partagé ça. Mm. À un moment, tu parles aussi de silence dans ton livre pour connecter à l'âme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu entends par le silence? Ouais, alors c'est pas du tout quelque chose qu'on apprécie, qu'on apprend. Ah, mais moi, j'adore. Euh, oui, Tu vois, j'adore le silence. Mais voilà. ouais. Mm. Euh, pour moi, c'est une vraie clé. Moi, ma Happy Turtle, c'est le nom de ma marque, c'est une tortue joyeuse. Et elle a cette lenteur-là et ce silence-là à l'intérieur d'elle. Euh, L'âme, en fait, on reçoit les messages de l'âme à travers les perceptions. Donc l'âme, elle envoie des messages au corps et le corps l'envoie à l'esprit pensant, au mental.
Et le mental, il est tellement rempli de pensées. Il y avait une étude qui montrait qu'on avait plus de 60 000 pensées par jour et que on est rempli, en fait, en permanence de questions, de doutes, j'ai oublié de faire ça, il y a ça à faire, etc. Que c'est impossible, en fait, d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi si on diminue pas ses pensées, si on ralentit pas son rythme, si on s'autorise pas des pauses. Et donc, le silence, ça aide à recevoir les messages de son âme et surtout à l'écouter. Euh, et c'est une clé qui est difficile parce qu'elle demande beaucoup, beaucoup de travail, de persévérance, parce qu'on a toujours plein de pensées dans sa tête en permanence, quoi. Mais donc, tu parles du silence parce on peut l'entendre de deux façons et les deux, à mon sens, peuvent se cumuler. C'est à la fois le silence intérieur. Thierry Janssen, avec qui j'ai suivi l'école de la posture juste, parle beaucoup de ce silence intérieur, mais ça peut être ce silence intérieur même au milieu du bruit. Oui, Euh, tout à fait. Ça ne veut pas nécessairement dire que on a. Alors, moi, je crois que si. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de ce silence et d'être entourée de silence aussi. Mais l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Ça peut être deux choses séparées. C'est ça. Alors, c'est plus simple de se connecter à son silence intérieur des fois quand il y a du silence extérieur. Mais des fois, par exemple, dès qu'on commence à méditer, on a plein de pensées. Et on est là, oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le silence, en tout cas intérieur, pour moi, a plus de poids que le silence extérieur. Moi, je fais pas mal de messages d'âme que j'appelle horoscope de l'âme. Et c'est vrai que peu importe où on est, dans un restaurant bruyant, au milieu d'entrepreneurs, j'arrive à créer ce silence à l'intérieur de moi, à me connecter et à recevoir un message de l'âme. Donc pour moi, c'est plus le silence intérieur, mais et en même temps, bah, des fois, c'est plus simple quand il y a du silence à l'extérieur de recréer en soi le silence. Comme la nature, tu vois. Dès qu'on est dans la nature, il y a ce silence, mais il y a cette grandeur aussi, cette contemplation, cette connexion à quelque chose qui est plus grand que nous, et poum, ça nous aide à revenir dans ce calme intérieur. Tellement. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des pratiques à conseiller pour pouvoir connecter plus facilement à ce silence intérieur? Alors pour moi, ce que j'adore, c'est écrire les pensées. Donc le matin, j'écris mes pensées. Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant? Et puis j'écris, j'écris, j'écris. Ça permet de vider un peu bah, toutes ces pensées. Ensuite, je fais une pause et je demande à mon âme. Donc je l'imagine, voilà, comme si j'étais dans une bulle de lumière. Et je dis, mon âme, c'est quoi ton message pour moi maintenant? Je fais ce silence-là à l'intérieur et puis je laisse venir peut-être un mot, une mélodie, une sensation. Et puis je note un peu qu'est-ce qui se passe derrière. La nature, ça m'aide énormément. Moi, dès que je vois que j'ai trop de pensées, j'ai plein de trucs à faire, je me fais du souci pour les autres, hop, je vais dans la nature et je marche un quart d'heure, une demi-heure. J'ai la chance d'habiter en Suisse, donc je vois toujours les montagnes et j'avoue, ça me rassure, c'est comme si ça me permet de me dire, ah ouais, en fait, moi, je suis toute petite et il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Et ensuite, c'est faire des pauses. C'est accepter que tout n'est pas parfait, que je finirai pas tout dans la journée, mais dès que je reviens dans cet instant présent, bah, je sens que ça me calme et que ça me permet bah, d'ouvrir d'autres mondes, quoi. Mhm, mhm. Alors, il y a tellement de choses à demander par rapport à... Si, moi, j'aimerais revenir à ton livre, parce que c'est l'objet aussi de notre échange. Comment il a émergé, ce livre? Parce qu'il est assez différent de ce que tu as pu écrire avant. Oui, c'est la première fois que j'ai un dialogue et que je suis vraiment un livre canalisé. Euh, C'était il y a quasiment un an et demi, où là j'étais dans une période un peu chamboulée. Je venais de faire ma deuxième fausse couche et j'avais envie vraiment de me rapprocher de mon âme. Et puis je me suis dit, tiens, je vais commencer un dialogue avec mon âme et écrire. Et en 3 semaines, j'avais toujours cet appel de d'écrire, 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 de poser des questions. Et donc, en fait, j'ai écrit ce livre en 3 semaines et je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi, ce dialogue? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc, pareil, j'envoie un message à mon père qui le lit. Je dis, mais c'est intéressant ou pas? Parce que je ne sais pas. Et donc il m'a dit, si, si, ça peut plaire. Tu poses des questions personnelles, mais aussi des grandes questions sur bah, qu'est-ce que l'âme vient faire sur Terre, c'est quoi la réincarnation, quelle est la relation avec l'argent, pourquoi l'âme décide d'avoir une certaine épreuve par rapport au deuil, par rapport... et
Et c'est vrai que pour moi, ça a émergé plus comme quelque chose un appel intérieur à écrire et puis voir après qu'est-ce que j'en fais derrière, quoi. Mhm. Et donc, effectivement, on est vraiment dans ce dialogue. Parfois, c'est Sarah qui pose des questions à son âme, et puis ton âme te pose aussi des C'est questions. vrai. Qui avait l'air d'être surprenant au début, mais C'est vrai, j'étais là, mais pourquoi tu me poses des questions? Tu sais tout normalement. Euh, alors, euh, dans ton livre, tu parles aussi du fait que en évoluant dans ta vie, tu aides aussi les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Moi, ça a fait écho, ça. Ouais, j'ai le souvenir, tu vois, à un moment, j'étais dans le métro avec ma grand-mère paternelle et pour moi, j'étais très joyeuse. J'arrêtais pas de rigoler, de sourire. Et puis, je vois une personne en face de moi et puis je voyais qu'elle était vraiment mal, tu vois, elle pleurait. Et puis, je dis à ma grand-mère, mais pourquoi cette personne, elle pleure? Et donc, ma grand-mère a dit, écoute, je sais pas. Et puis, je lui dis, mais on peut faire quelque chose pour elle? Elle me dit, non, je pense pas. Et là, c'est comme si intérieurement, bah, tout s'était effondré parce que je me suis dit, mais alors ça sert quoi d'être joyeuse, tu vois, si on peut pas aider les autres? Pourquoi moi je resterais joyeuse si les autres vont mal? Et c'est là où je sens que j'ai changé et je me suis dit, ok, je vais me fondre un peu dans le décor. Je vais, tu vois, être bien, être joyeuse, mais pas non plus comme avant, quoi. Et donc j'ai mis du temps à réapprendre à me dire, non, non, en fait, c'est une vibration, la joie. Et donc, si moi, je me connecte à ma joie malgré que d'autres personnes aillent mal, malgré que le monde aille mal, c'est une vibration qui ouvre d'autres personnes, comme si moi, je monte le chemin et les autres autour peuvent dire, ah, en fait, on peut être heureux, on peut être autorisé à être heureux, à être dans la joie, même si on traverse une épreuve, même si le monde va mal, même si nos parents vont mal, etc. Donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre, en fait. Donc, c'est plus une vibration. On monte le chemin, en fait, à l'autre. Oui, et vibration, et puis il y a ce rayonnement. Moi, je dis que ce rayonnement, je reviens à mes 5 graines, tu sais, tu sèmes des petites graines et tu cultives, et puis tu sais pas ce que ça va donner, mais en même Exactement. temps, quand il y a du soleil, à un moment ou à un autre, ça fait pousser les plantes qui ont été, dont les graines ont été semées à un endroit ou à un autre, et c'est ça que je trouve beau. Mais on ne sait pas. C'est aussi, je fais écho dans mon prochain livre à l'effet papillon. Mm. On ne sait pas comment parfois une toute petite chose le battement d'ailes du papillon va changer les choses de manière importante. Et donc, je trouve que c'est important de revenir à ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide. Voilà, je sais pas si tu as écho chez toi, mais Oui. Puis pour moi, c'est vraiment source. Tu vois, une fois, j'avais rencontré Neil Donald Walsh qui avait écrit Conversation avec Dieu. Et puis je reviens, c'était vraiment un tout petit comité. J'avais eu la chance, on était une dizaine. Je rentre chez moi et puis là, j'entends, je dis, mais moi aussi, je peux communiquer avec Dieu ou pas, tu vois, avec cette source. Et puis j'entends en fait sa réponse qui me dit, bah oui, chacun peut communiquer, tu vois. Et là, je me dis, ah ok, donc en fait, cette personne-là, Neil, il avait ouvert cette porte de connexion avec Dieu, et le fait d'être à côté de lui, ça avait ouvert à l'intérieur de moi. Et ça a fait le cas à plein de moments différents, que ce soit aussi avec une amie qui communique avec les aides de lumière. Le soir, j'avais un aide de lumière, tu vois, chez moi, qui voulait communiquer avec moi. Donc pour moi, c'est vraiment comme si on ouvre une porte à l'intérieur de soi, et donc on propose aux autres de l'ouvrir. Par contre, bien sûr, c'est leur choix, leur destin, s'ils décident ou pas, mais on crée des espaces d'autorisation en quelque sorte et de ouais. rappel de qui on est. Tu sais, un jour, je partage ça parce que ça m'avait profondément émue. Ça date d'un moment quand je faisais encore des consultations thérapeutiques. Euh, et un monsieur, alors c'était en présentiel à l'époque, et un monsieur où moi, dans ma tête, je dis bien dans ma tête, j'avais l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Puis à un moment donné, il souhaite mettre fin à l'accompagnement, et puis moi, j'observe bien ma posture en me disant oui, on n'a pas. Et en fait, il me dit, j'ai l'impression que je repars avec. C'est un Italien, donc j'entends encore son italien, tu vois, son petit accent. Et en fait, il me dit, j'ai l'impression qu'une partie de votre joie, de votre énergie avec laquelle je repars, et ça m'a transformée. Ça m'a scotché, tu vois. Parce que moi, j'avais l'impression de ne rien avoir fait. Alors, probablement que je n'avais rien fait. Et c'est ça, hein, la dernière Mm. graine, hein, qui est la graine aussi, le pilier de l'inspiration dans mon modèle, c'est j'inspire à travers qui je suis. Et quand tu parles Mm. de rayonnement, que tu parles de joie, c'est ça. Ça vient vraiment de l'âme. C'est pas la tête qui décide ça. C'est beau, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait du bien de connecter à ça. Mm. Et puis on a tous une coloration. Donc comme tu dis, en fait, c'est comment on peut être qui on est, découvrir qui on est, et pas forcément prendre des croyances d'autres personnes qu'on va caler sur nous,
Parce que là, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste et on n'est pas aligné. Donc on a vraiment chacun et chacune une propre coloration, une propre signature et que le monde nous dit, bah, sois comme ça, même si au début ça demande du courage. Moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple après d'être qui on est. Mais au début, ça demande du courage de suivre un autre chemin que nos proches. Oui, de sortir de cette fameuse norme, ou en tout cas de ce qu'on croit qui est la norme, hein, Oui, je vais faire le lien avec ce dont tu parles également dans le livre, la connaissance de soi et l'alignement intérieur. En quoi ils sont liés à notre chemin d'incarnation, justement? pour moi, tout est expérience. Donc, en fait, on choisit à chaque instant qui on a envie d'être, même si, par exemple, on traverse une épreuve et qu'elle ne nous correspond pas, mais on a toujours le choix de dire, OK, est-ce que j'ai envie d'être en paix et qu'est-ce que j'apprends grâce à ça? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que je change de chemin? Est-ce que j'apprends à être plus en paix, etc. Et pour moi, c'est à chaque petite décision, bah, c'est comme si on décide, OK, est-ce que je suis alignée avec qui je suis ou pas du tout? Et des fois, je dis, ça demande du courage parce que ma mère est pas du tout spirituelle. J'adore ma mère, on a une super connexion, mais elle l'est pas du tout. Et donc, je stressais toujours quand je me suis lancée en spiritualité qu'elle tombe, tu vois, sur un de mes articles, une de mes vidéos et tout. Et à un moment, je fais une vidéo, j'étais à Miami avec un ami, Cédric, et il y avait un arbre, et on dit, tiens, on va faire une vidéo sur comment se connecter à un arbre, tu vois. On fait la vidéo et puis là, je me dis, oh, j'espère vraiment que ma mère, elle tombe jamais sur cette vidéo, tu vois. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je lui ai envoyé la vidéo sans faire exprès. Et j'étais là, Voilà. non. Et après, je me dis, bah, c'est OK, tu vois, lâche, quoi. Et puis, en fait, elle m'a envoyé un petit message, je dis, mais c'est quoi cette vidéo, lol, tu vois. Et aujourd'hui, c'est OK. Aujourd'hui, elle sait que je fais des trucs un peu perchés. Mon prochain livre, c'est un dialogue avec mon fils qui était dans mon ventre à 1 mois jusqu'à ses 3 mois. Et puis, je lui dis, tu sais, maman, là, je vais lancer un livre un peu perché, un dialogue avec Mathéo, quoi. Puis elle me dit, ah, bah, ça me ferait plaisir de le lire. Je dis, ah bon, t'es sûre? Donc, c'est comme si plus on s'accepte, plus les autres, en fait, aussi, alors peut-être pas tous, mais c'est comme si plus on s'en fout un peu de ce que les autres pensent, bah, plus Ouais. on est bien, en fait, avec soi et les autres aussi accueillent ça. Oui, ça c'est une évidence pour moi. Merci pour ça. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire pour clôturer cette interview? Moi, je dis faites-vous plaisir, même dans des tout petites actions, vraiment des... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de porter comme vêtements? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de vivre dans la journée? Est-ce qu'il y a des mots qui vous feraient plaisir d'entendre, de vous dire, de la musique, une activité? C'est vraiment, on peut avoir du plaisir à vivre sur Terre et c'est comme si c'était une responsabilité, un choix qui vient de nous, pas de l'extérieur, mais qui passe déjà par nous et par cette source intérieure. Si tu as apprécié cette interview avec Sarah Divinet, rejoins-nous pour la suite de nos échanges sur le cercle des sacrés nanas. Tu y trouveras l'intégralité de l'interview avec les questions et les réponses, mais également une superbe pratique de reconnexion à l'âme, un moment pour se recentrer, pour ressentir cette connexion profonde et intime avec notre être intérieur et recevoir un message de ton âme. Pour nous rejoindre, 3 fois W, émotif au pluriel, talentueux pluriel également.com/cercle.